Partie 3, chapitre 1, Camille. Vendredi 13 juillet. Pourquoi c'est si long? Bougonnais-je. Ça fait 2 heures qu'on attend. Assise sur une chaise en plastique inconfortable, ma jambe blessée sur les genoux de Dan, je m'ennuie à mourir. Absorbé par son téléphone, celui-ci ne daigne pas me répondre. Il ne m'a pas adressé un mot depuis notre arrivée aux urgences. Pourquoi a-t-il tenu à m'y emmener? Moi qui pensais que j'allais pouvoir lui poser des questions à propos de l'attaque au pub. Comme d'habitude, il m'ignore. Lassé, je lui tape sur l'épaule. « Tu peux rentrer, Danny. Ça ne sert à rien que tu restes avec moi. » Il semble soulagé d'être relevé de ses fonctions. « D'accord, téléphone-moi quand tu as fini. Si je ne réponds pas, appelle un taxi. » Il soulève mon pied et le pose par terre, puis il s'éloigne, les yeux toujours rivés sur l'écran de son smartphone. Au moment où je bâille pour la 10e fois, une jeune femme en blouse blanche se plante devant moi. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?»« Abby, quelle bonne surprise !» grommelai-je. Il ne manquait plus qu'elle. Abigail avise ma cheville enflée. « Viens avec moi, je vais m'occuper de toi tout de suite », propose-t-elle en me tendant la main. Je m'apprête à refuser quand une équipe médicale arrive en trombe, en poussant 3 civières. « Merci », dis-je en grimaçant lorsque je me lève. Abigail m'emmène dans une petite salle de radiologie où elle me demande de m'allonger sur une table d'examen. « Je vais aussi en profiter pour vérifier que ta côte s'est bien réparée, » dit-elle après avoir terminé les radios de ma cheville. Je n'y pensais plus. C'est vrai, je n'ai presque plus mal. Abby prend de nouveaux clichés et rallume la lumière. « Qui t'a offert une clada ?» m'interroge-t-elle en désignant l'anneau suspendu à mon cou. « Personne, » dis-je en glissant la chaîne sous mon t-shirt. « C'est une bague traditionnelle dans mon pays, » dit Abby. « Beaucoup de gens en ont une comme alliance. Le cœur, c'est l'amour. Les mains, c'est l'amitié et la couronne, c'est la loyauté. Si tu portes la pointe du cœur vers toi, c'est que tu es prise. Sinon, tu es célibataire. » « C'est pratique pour draguer, pensai-je. « Je l'ignorais, » dis-je. « Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ?» demande Abby pendant qu'elle imprime les clichés. « Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Ton monde a changé, Camille. C'est juste que tu as peur de l'admettre. »« Les vampires n'existent pas, » répliquai-je d'un air obstiné. « Et toi, tu n'es pas une chasseuse. »« Non, mais je suis une sorcière. »« Et moi, le pape, » dis-je. « Pourtant, je t'ai soignée. La magie est réelle, Camille, que tu le veuilles ou non. » Elle examine une des radios du thorax et fronce les sourcils. « Tu as eu un accident ?»« Jamais, » dis-je. « Regarde, là, c'est la côte dont je me suis occupée avant-hier. Dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Mais tu vois ces 3 marques noires? C'est la trace de fracture plus ancienne. »« Ce n'est rien, » dis-je. « Je pratique les arts martiaux. » Celui qui t'a fait ça n'y est pas allé de main morte. De quoi elle se mêle? Je hausse les épaules et je masse mon pied douloureux. Et pour ma cheville? Tu as une belle entorse. 2 semaines de repos sans poser le pied par terre. Tu auras besoin de béquilles et... Oh non, m'écriai-je, catastrophée. Je joue ce soir au pub. Plus maintenant, à moins que tu ne me laisses te soigner. Si tu penses que j'en suis capable, bien sûr. Je ne sais plus quoi penser, dis-je. D'abord, pensai-je, l'attaque aux 4 Elements, ensuite papa, puis les souterrains. Qu'est-ce que tu attends de moi en échange? Ajoutai-je d'un air soupçonneux. Rien, ou plutôt si, ton amitié, dit Abby avec un sourire timide. Je viens d'arriver dans cette ville, dans ce pays, et je suis un peu perdue. On est 2, pensai-je. J'acquiesce et, à la demande d'Abby, je me rallonge sur la table. Je ferme les yeux. Je sens une douce chaleur m'envahir quand Abby pose la main sur mon pied et, comme la dernière fois, la douleur s'atténue. Dans 2 jours, ta cheville sera comme neuve. Tu t'es blessée en pratiquant les arts martiaux aussi? Demande Abigail en enroulant une bande serrée autour de mon pied. Je remarque des gouttes de sueur qui perlent sur son front. Non, c'est un rendez-vous avec un garçon qui a mal tourné. Je pensais qu'il s'intéressait à moi alors que son seul but était de s'envoyer en l'air. Classique, dit Abby. Les hommes sont tous les mêmes.
Si tu es une sorcière, tu dois savoir faire des filtres d'amour, plaisantai-je. Bien sûr, mais ce n'est pas anodin de jouer avec les sentiments. Il y a toujours des conséquences. Elle est sérieuse? Pourquoi voudrais-tu une telle potion? Continue Abby. Le rendre amoureux de toi? Te venger? Cette fille est folle. Les deux, dis-je. Avec un de tes cheveux, je peux t'en préparer une. Je te la donnerai ce soir au pub. Cela prouvera une fois pour toutes qu'elle est cinglée, pensai-je en arrachant un de mes cheveux blonds. À propos des vampires, commençai-je en me levant avec précaution. Non, pas ici. Les murs ont des yeux et des oreilles, chuchote Abby en désignant une caméra dans l'angle de la pièce. Quelqu'un va venir te chercher? Demande-t-elle en haussant la voix. Avant, il y a quelqu'un que je dois aller voir, dis-je d'un ton décidé. Arrivé devant l'entrée du service de psychiatrie, j'hésite. Et si papa est toujours furieux contre moi? Et s'il tente de m'étrangler à nouveau? Et si... J'appuie sans réfléchir davantage sur le bouton de l'interphone. C'est pourquoi? Fait aussitôt une voix de femme peu amène. Je viens voir Antoine Léry. Et vous êtes? Sa fille. Je dois vérifier vos papiers d'identité. La serrure émet un claquement. Je pousse la lourde porte et j'entre. Je pose mon passeport sur le bureau. La secrétaire l'examine et s'éloigne pour téléphoner. Je défais la chaîne que je porte autour du cou et je la range dans ma poche. On n'est jamais trop prudent. C'est bon, il n'est plus en isolement, dit-elle en raccrochant. Jo va vous accompagner. Elle appelle l'infirmière que j'ai rencontrée hier et elle lui glisse quelques mots en aparté. Par ici, sourit Johanna en m'invitant à la suivre. Papa était en isolement, pensai-je. Il ne plaisante pas. J'emboîte le pas à la jeune femme dans le long couloir sombre qui dessert les chambres. La douleur à ma cheville est maintenant supportable. Le ménage vient d'être fait, comme en témoignent quelques zones encore humides. Je suis incommodée par une forte odeur d'eau de javel. C'est bien utile pour laver toute cette folie, pensai-je alors que Johanna relève un patient agité d'un rire hystérique, à genoux devant l'entrée de sa chambre. C'est la première fois que quelqu'un rend visite à Antoine depuis que je suis là, dit l'infirmière. Mon cœur se serre. Mais je suis nouvelle. Ça ne fait que 3 mois que je travaille dans ce service, me rassure-t-elle. Elle s'arrête soudain devant la porte 314 et frappe. Elle n'obtient pas de réponse. Elle entre, moi sur ses talons. Assis en tailleur sur son lit, Antoine tente de démêler ses cheveux, ou plutôt sa crinière, mais ses mains tremblent si fort qu'il n'arrive même pas à tenir la brosse. « Antoine, vous avez de la visite », annonce Johanna sur un ton enjoué. « Bonjour, papa », dis-je, soudain intimidée. Il ne daigne pas lever la tête. « Vous m'avez parlé de votre fils, mais je ne savais pas que vous aviez une fille », continue l'infirmière en ouvrant les rideaux. La lumière inonde la chambre. « Moi non plus », grommelle Antoine en clignant des yeux. « Quelle bonne surprise !»« Je vais vous laisser », dit Johanna. « Essayez de ne pas lui sauter à la gorge, cette fois, prévient-elle. Pas de risque, avec ce que j'ai dû avaler. Je n'y suis pour rien, dit Johanna. Je ne fais qu'obéir aux ordres du médecin. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous pensiez que c'était un vampire? Je tressaille. Un quoi? Votre père prétend qu'il est un chasseur de vampires, explique Johanna à mi-voix. Il est un peu perturbé. Je ne suis pas sourd, s'insurge-t-il. Vous rirez moins quand ils vous attaqueront. Je vous assure qu'ici, vous êtes en sécurité. Le sourire de Johanna est bienveillant, pas du tout moqueur ou condescendant. Elle lui prend la brosse des mains et me la tend, en m'adressant un regard d'encouragement. Puis, elle s'éclipse, mais laisse la porte entr'ouverte. Nul doute qu'elle va rester dans les parages au cas où la situation dérape. « Je peux » demandai-je. « Je ne mords pas » répond-il en haussant les épaules. Sur mes gardes, je démêle les cheveux de papa en silence. Il n'essaie pas non plus de faire la conversation. Quand j'ai terminé, ce qui nécessite un certain temps vu l'ampleur de la tâche, je prends l'élastique que je porte au poignet et je lui fais une queue de cheval. « Qui es-tu » demande-t-il en observant notre reflet dans le miroir en face du lit. « Camille, ta fille. »
La ressemblance n'est pas frappante, répond-il. Je regarde la glace à mon tour. Lui, cheveux noirs avec des yeux verts en amande et la peau plutôt mate, et moi, blonde avec de grands yeux bleus et la peau pâle. On a la même taille? Hasardai-je. Ça ne prouve rien, au contraire. D'ailleurs, tu es plus grande que moi. On a les cheveux longs, dis-je sans conviction. On t'a déjà montré des photos de ma mère? Non, dis-je. Pourquoi? Tu verras. Quel rapport? Pensai-je. En parlant de photos, j'en ai apporté, dis-je en fouillant dans mon sac. De Dany? S'écrie-t-il. De maman et moi quand j'étais petite, dis-je en lui tendant un cliché. Il me l'arrache des mains et l'observe pendant de longues minutes. Il caresse le visage de maman de son index. Rose, murmure-t-il. Je n'ose pas m'asseoir. Ça te rappelle des souvenirs? Demandai-je avec espoir. Comment pourrais-je oublier ma propre femme? Tu m'as bien oublié, moi, pensai-je. Oh, tu parlais de toi, dit-il en voyant mon air dépité. Toujours pas, désolé. Il faut croire que tu t'es trompé. Il se lève et, d'un pas mal assuré, va chercher sa guitare appuyée au mur. Une Fender Stratocaster rouge qui a des kilomètres au compteur. Il se rassoit sur le lit et l'accorde avec difficulté. Ses mains tremblent et les cordes, qui n'ont sans doute pas été changées depuis des années, produisent un son métallique des plus désagréables. « C'est quoi ton nom, déjà » demande-t-il. Il s'intéresse enfin à moi. Il était temps. « Camille. »« Tu es fière de toi, Camille ? À cause de notre petite altercation d'hier, je dois avaler double dose de cachet pour rien. Avec les effets secondaires, je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des lustres. » Il commence à m'énerver. « Dans ce cas, ne les prends pas, tes médicaments, » répliquai-je irrité. « Ah oui? Et comment? » Styx est devenu expert quand on essaie de le vermifuger, dis-je. « Qui? » Mon chat. Sinon, Agathe, une fille qui était dans ma classe, se fait vomir après avoir mangé. Je ne suis pas une adolescente anorexique, et, que je sache, je n'ai pas de verre. Je hausse les épaules. J'hésite, puis je lui pose la question qui me brûle les lèvres. « Papa, pourquoi tu es ici ?»« Cesse de m'appeler papa. Je suis ici parce que je suis fou, comme mon père l'était avant moi. »« Ton père n'était pas fou, dis-je. Il est mort dans un accident de voiture bien avant ma naissance. Tu vois, ton grand-père n'est pas mon père. Le mien a été interné pour des accès de violence. Il s'est suicidé dans cet asile peu après son admission. Mais toi, pourquoi tu as été interné ? Insistai-je. Perdu dans ses pensées, il ne me prête plus la moindre attention. Il est temps de jouer mon joker. Je prends la deuxième photo dans mon sac et je la tends à papa qui revient aussitôt à la réalité. C'est Dany ? S'écrie-t-il en me l'arrachant des mains. Oui, quand il avait 16 ans, et moi 13. Non que ça t'intéresse. C'était juste avant qu'il... Papa éclate en sanglots. Je ne sais pas quoi faire. Si je m'approche de lui, va-t-il m'attaquer à nouveau ? L'infirmière entre en trombe dans la chambre et le prend dans ses bras pour le calmer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'enquiert-elle d'un ton sévère. « C'est mon fils » renifle-t-il en lui montrant l'image. « La dernière fois que je l'ai vu, il avait 7 ans. N'est-ce pas qu'il est beau ?»« Oui » dit-elle en me rendant la photo. « Je regrette, mais je dois te demander de partir, Camille. »« Mais, commençai-je. »« Ça suffit pour aujourd'hui. Antoine doit se reposer. »« Laissez-nous 5 minutes, » implore-t-il. « Je me repose depuis 13 ans. »« D'accord, mais pas plus, » concède Johanna. J'attends à la porte. Papa me fait signe de m'approcher. Il en profite pour reprendre le cliché. « Tu as dit à Dany que tu étais venu me voir ?» chuchote-t-il. « Pas encore. »« Tant mieux, il ne doit pas savoir que je suis en vie. »« Jamais, tu m'entends ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Reviens avec d'autres photos de Dany, récentes, si possible, et on en reparlera peut-être. » Je ne réponds pas. Je prends mon téléphone alors que l'infirmière passe la tête à travers l'embrasure de la porte. « J'appelle mon chauffeur, » dis-je à Johanna qui acquiesce. Je compose le numéro de Dan et j'active le haut-parleur. C'est Daniel Léry.
Je suis indisponible. Ne me laissez pas de message. Papa devient livide. Je raccroche. Tant pis, j'aurais essayé. Je ramasse mon sac et je quitte la chambre 314. Papa s'est remis à pleurer. Chapitre 2. Camille. Pierre-Henri gare sa berline noire, warning allumé, devant l'entrée du cimetière du Montparnasse, et il va glisser un billet dans la main du gardien. Pendant ce temps, j'achète un bouquet de roses rouges à un vendeur à la sauvette. Pierre est venu me chercher à l'hôpital, et il m'a proposé qu'on s'arrête ici sur le chemin du retour. Nous marchons côte à côte en silence jusqu'à la tombe de papa. Mais qui donc est à l'intérieur? Une victime de l'attentat? Comment il était, mon père, quand il était jeune? Demandai-je en posant les fleurs sur la dalle de granit rose et noir. Jeune? Fait Pierre, sceptique. Il est mort à 24 ans. Zut, je dois faire plus attention à ce que je dis. Quand il avait mon âge, précisai-je. Insouciant et drôle, il riait tout le temps. Il ressemblait à Dan? Dis-je. Physiquement, beaucoup. Et il était brillant lui aussi. Il réussissait tout ce qu'il faisait. Et toi? Demandai-je. Moi, c'était plutôt le contraire. Non, je veux dire, ce n'était pas trop dur de fréquenter quelqu'un comme lui? Pierre-Henri époussait une plaque où est gravée en lettres dorées la mention « À mon meilleur ami ». Je pouvais lui demander n'importe quoi, il trouvait toujours une solution. Et puis, il était sans cesse entouré d'une kyrielle de filles. « Tu n'as pas répondu à ma question, » dis-je. « Moi, j'adore Dan, mais je dois avouer qu'il m'énerve. Il est trop parfait. J'ai l'impression d'être dans son ombre. Tu vois ce que je veux dire? » « Bien sûr, » sourit Pierre. « Tu es jalouse de ton frère. » « Mais non, enfin, un peu. Mes parents ont donné toutes leurs qualités à Dan, et il n'en restait plus pour moi. »« Tu aurais tort de te plaindre, Camille, » dit Pierre. « Dame Nature t'a bien gâtée. »« Peut-être, mais j'en ai assez de vivre dans l'ombre de Dan. » Pierre ne répond pas. Pourquoi je lui raconte tout ça? Il s'en fiche. « C'est pour ça que je pars l'an prochain, » ajoutai-je à mi-voix, comme pour moi-même. « Ça me rassure, » sourit-il. « J'avais peur que ce soit à cause de moi. »« Bien sûr que non, » dis-je en riant. « Tu vas sans doute me manquer. »« Toi aussi, » répond-il. Pierre prend dans la poche de son veston une fine boîte d'allumettes et une bougie d'extérieur qu'il pose sur la dalle. « Tu prendras soin de maman ?» demandai-je. « Oui, comme je l'ai toujours fait, » répond-il en frottant une allumette. « Je sais, pour vous deux, » dis-je, et elle sait que je sais. Il m'observe sans rien dire jusqu'à ce que la flamme vienne lui lécher les doigts. Il lâche l'allumette avec un juron. Elle aurait pu me le dire. « Tu dois l'excuser, » dis-je. Elle n'a pas eu le temps, avec les 2 vampires qu'elle a trouvés. Les quoi? Pierre a pâli. Se pourrait-il qu'il soit au courant? Je chasse cette pensée de mon esprit. De quoi pourrait-il être au courant? Les vampires n'existent pas. Elle a déterré 2 squelettes bizarres, dis-je. Décapités, je crois. Demande-le lui si tu as 1 heure à tuer. Elle se fera un plaisir de tout te raconter. Je n'y manquerai pas, répond-il d'une voix mal assurée en frottant une seconde allumette. Qu'est-ce qu'il me cache? Camille, je dois t'avouer quelque chose. Que les extraterrestres existent, pensai-je. Que papa et lui étaient des Men in Black. J'avale ma salive. La suite tarde à venir. Pierre allume la bougie et souffle l'allumette. J'envisage de demander à ta mère de m'épouser. Je le regarde sans comprendre. Dis quelque chose, s'il te plaît, dit-il d'un air malheureux. Je m'attendais à tout sauf à ça, pensai-je. Quel imbécile, fait Pierre en se cachant le visage dans les mains. Je n'aurais jamais dû t'en parler ainsi, surtout ici, devant la tombe d'Antoine. J'entoure ses épaules de mon bras. Ce n'est pas trop tôt. Encore un peu, et vous faisiez votre voyage de noces en déambulateur, me moquai-je. Pierre retrouve son sang-froid. J'ai un peu de marge, sourit-il. Je n'ai que 38 ans et Rose, 41. Je me demande juste comment Dan va réagir, murmure-t-il, inquiet. Et papa? Pensai-je. Tant pis pour lui, c'est lui qui nous a abandonnés.
Qu'est-ce qu'il fiche dans un asile, d'ailleurs? Parce que je suis fou, ça ne veut rien dire. Et un fou ne dirait jamais qu'il est fou. Il a ajouté, comme mon père avant moi. Le père de papa. C'est vrai qu'il est devenu fou? Demandai-je en grattant avec mon index de la mousse qui a poussé sur les lettres dorées du nom de mes grands-parents. Interloqué, Pierre me dévisage. Quel rapport? Et d'abord, qui t'a raconté ça? Maman, je crois, ou Dan, je ne me souviens plus. Fou? Dit Pierre. Pas que je sache. Je ne l'ai croisé qu'une ou deux fois. Il est mort quand Antoine était petit. On m'a dit qu'il s'était suicidé dans un asile, insistai-je. Désolé de te décevoir, mais il a eu un accident de voiture. Les traits de Pierre se sont durcis. Il ment. Mais pourquoi? Et ma grand-mère? Demandai-je. Elle a mis fin à ses jours peu après le décès de son mari. Antoine aurait dû aller à l'orphelinat, mais j'ai réussi à convaincre mon père de le prendre chez nous. On a passé toute notre enfance et notre adolescence ensemble. Qui dormait dans la chambre de Dan? Demandai-je, bien que je me doute déjà de la réponse. Antoine. C'est lui qui l'avait aménagé. Avant, c'était juste un grenier poussiéreux rempli de rats et de souvenirs. Je ne te dis pas le nombre de filles qu'il a invitées sur cette fichue terrasse, murmure Pierre avec, semble-t-il, une once de regret. La tombe de ton père est ici, non? Tu veux qu'on y aille aussi? Proposai-je. Pierre grimace. Merci, mais pas aujourd'hui. Assez parlé de mort. C'est enfin les vacances. Tu devrais penser à t'amuser, voir tes amis. Je devrais surtout penser à me réconcilier avec Natsu, pensai-je. Je n'ai toujours pas de nouvelles, m'inquiétai-je, alors que nous reprenons le chemin de la sortie. Chapitre 3. Antoine. 314. Tes médicaments. Aboie l'infirmière de nuit qui me tend plusieurs comprimés colorés. Et dépêche-toi, je n'ai pas toute la soirée. Je suis assis à l'une des extrémités de la longue table de la salle commune où ceux qui le peuvent prennent leur dîner. Je mets les cachets dans ma bouche et je fais semblant de les avaler avec un peu d'eau. Dès qu'elle sera partie, j'en jetterai la moitié dans le yucca. Mais la mégère ne me quitte pas des yeux. « Montre-moi, 314, ordonne-t-elle d'un ton autoritaire. Je ne la supporte pas et je ne suis pas le seul. Elle est aussi laide que méchante. Petite, trapue, ses cheveux poivre et sel relevés en un chignon strict, elle transpire à grosses gouttes au moindre mouvement ou dès qu'elle réprimande un patient, ce dont elle ne se prive pas. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la grosse Bertha, du nom d'un énorme canon allemand utilisé pendant la Première Guerre mondiale et qui, selon la légende, a fait des dégâts considérables à Paris. Quelle différence entre elle et l'infirmière du matin, la jolie Johanna, qui est douce et drôle, et surtout qui s'adresse à moi comme à un être humain. Ce n'est pas la peine. Je les ai pris, vos médicaments, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Continuez à débarrasser les plateaux. Voilà que ça donne des ordres, maintenant, s'écrie Bertha en me jetant son verre d'eau à la figure. Je vérifie quand même que ça te plaise ou non, 314. Ça ne marche pas, pensai-je. Pourquoi je ne suis pas élément eau? J'avale en hâte les comprimés et je manque de m'étouffer. Puis, j'ouvre grand la bouche et je tire la langue. Parfait. Allez, tu dégages. Abattu, je me lève et je me dirige vers ma chambre. Je viens d'échouer lamentablement. Même le chat de cette gamine y arrive. C'était quoi, déjà, l'autre méthode? Ah oui, je m'en souviens. Je fais un crochet par la salle de bain. Celui que l'on surnomme Moïse Hirsute est juché sur le couvercle d'une des toilettes. Un rouleau de papier dans chaque main, il déclame les 10 commandements devant un balai et une ventouse. En m'apercevant, il m'interpelle. « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère !» me hurle-t-il en me montrant du doigt. Trop tard, pensai-je. Merci du conseil. J'y penserai la prochaine fois, mon père, répliquai-je en m'enfermant dans un box. Et maintenant, si je me fais vomir, je n'aurai même pas ma dose habituelle. J'en ai besoin, sinon... Je pèse le pour et le contre. La liste des effets secondaires si l'on augmente le traitement est interminable. Entre autres, perte de mémoire, maux de tête, nausées, prise de poids, problèmes de concentration, somnolence et surtout tremblement. Pas question d'avaler double dose. Si je ne peux plus jouer de la guitare, c'est la fin.
J'inspire à fond et je mets 2 doigts au fond de ma gorge. Chapitre 4. Camille. Cadeau de la maison, annonce Abigail, qui me tend sous la table une petite fiole en verre transparent qui ressemble à un échantillon de parfum. Nous nous sommes retrouvés au Four Elements 1 heure avant que je commence à jouer. En 48 heures, toute trace de l'attaque a été effacée avec soin. Les débris enlevés, la vaisselle remplacée, le mobilier réparé ou changé. La vie a repris son cours comme si rien ne s'était passé. Je glisse la fiole dans la poche de mon jean. « Comment c'est censé marcher ?» demandai-je, dubitative. 3 gouttes suffisent. Verse ça dans son verre et je te garantis qu'il n'aura Dieu que pour toi. Je tourne la tête vers Quentin qui, accoudé au bar, m'ignore depuis mon arrivée. « Ça fait longtemps que tu es une sorcière ?» demandai-je. Je le sais depuis que j'ai 4 ou 5 ans, mais mes pouvoirs ne sont devenus puissants qu'à partir de l'adolescence. « Quel âge as-tu » dis-je. 22 ans. J'en avais 14 quand je m'en suis servi pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, un type m'a agressé avec un couteau dans le quartier de Temple Bar, à Dublin. J'ai hurlé et, avant que je réalise, il s'est changé en torche humaine. Tu m'as dit que ton élément était le feu, dis-je. Exact. Je peux transformer la matière solide en matière incandescente. Je pensais que ton élément était la terre, comme tous les chasseurs de vampires. N'importe quoi, pensai-je. Pourquoi? Parce que je me suis battue avec le type de l'autre jour? Entre autres. Les élémentaires ont des capacités physiques développées, force, vitesse, agilité, sens aiguisé. Je porte des lentilles, au cas où ça t'aurait échappé. De toute façon, tu as été en danger de mort 2 fois, et il ne s'est rien passé. 3, en comptant ma petite escapade dans la ville souterraine, pensai-je. 17 ans, c'est trop tard pour que tes pouvoirs se manifestent, poursuit Abby. Dommage. Au fait, Dan n'en a aucun, lui. La transmission des pouvoirs est héréditaire, mais pas systématique. Et si les 2 parents sont des sorciers d'éléments différents, un seul domine. Toujours? Quelques sorciers arrivent à en maîtriser un deuxième, mais pas très bien, dit Abby. Quel élément est le plus puissant? Aucun. La terre est forte contre l'eau, qui est forte contre le feu, qui est fort contre l'air, qui est fort contre la terre, et ainsi de suite. Troublé, je réfléchis un instant. Tout ça c'est bien beau, mais quel rapport avec les vampires? Demandai-je enfin. Les sorciers les combattent. D'où ils viennent? Des Balkans? Ils existaient bien avant Dracula, si c'est ce à quoi tu penses. Comment sont-ils apparus? Quelqu'un les a créés? Aucune idée. Ils sont là, c'est tout. Et nombreux. Donc, tu es une chasseuse de vampires? Dis-je. Non. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas élémentaire. J'aide des chasseurs de primes, mais ça s'arrête là. Ça rapporte d'être chasseur? Plutôt, oui. Mais ils ne font pas de vieux os, en général. Ils se font tuer, et souvent ils deviennent fous. Est-ce que papa était un chasseur de primes? Pensai-je. Qu'est-ce que je raconte, moi? À force de faire semblant, je vais finir par croire à ces bêtises. Pourquoi deviennent-ils fous? Interrogeai-je. Parce que... Abigail s'interrompt en apercevant Natsumi qui s'avance vers nous. J'ai bien eu tes messages, Camille. Mais peut-être que je vous dérange? Bien sûr que non, dis-je en tirant une chaise à côté de moi. Je t'offre à boire? Une bière, s'il te plaît, répond-elle en s'asseyant à côté d'Abigail. Et toi, Abby? Demandai-je. Rien, merci. Je vais vous laisser, dit cette dernière en se levant. Je vais au comptoir et je me plante juste à côté de Quentin qui me tourne le dos. J'en profite pour verser quelques gouttes dans son verre et je commande 2 Guinness afin de commencer à m'habituer à la bière irlandaise. Tu n'as pas répondu à mes messages, dit Étienne en me tendant les consommations. Je me suis inquiétée. Désolée, j'ai eu beaucoup à faire aujourd'hui. Tu m'en parles plus tard, après mon service? Camille ne veut pas te parler, coupe Dan en bousculant Quentin.
Il fait claquer son verre sur le comptoir et adresse à Étienne un regard assassin. « Mais si, répliquai-je. « Ne t'emballe pas, Camille, rétorque Dan. Étienne ne fait semblant de s'intéresser à toi que pour m'atteindre. » Je ne m'emballe pas. Étienne ne s'intéresse pas à moi mais à mes problèmes. Quel problème? Tu t'es fait plaquer et tu as besoin d'une épaule pour pleurer? Quentin a un rictus amusé. J'ai envie de disparaître sous terre. En fait, tu ne peux pas concevoir que quelqu'un s'intéresse à moi, m'insurgeai-je. Je ne suis pas assez bien pour que quelqu'un soit amoureux de moi, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dan saisit son verre qu'il boit d'un trait. Va donc rejoindre ta garce blonde et ne m'adresse plus la parole, dis-je en me tournant vers Étienne. Vexé, Dan se dirige vers la porte. On se voit plus tard? Demandai-je à Étienne. À 1h, j'ai fini mon service, répond-il. On peut se retrouver ici. Si Natsu l'apprend, elle va encore me faire une crise de jalousie, pensai-je. Et si tu venais plutôt chez moi? Étienne paraît surpris. Il hésite puis acquiesce. Non mais je rêve. Ton frère a descendu ma bière, s'écrie Quentin, avisant son verre vide. Celui de Dan est posé juste à côté. Zut, il a bu la potion. Tant pis, ce sont des bêtises, de toute façon, me rassurai-je. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Je t'en paie une autre, maugréai-je. Tu as intérêt, répond-il en me tournant à nouveau le dos. Étienne sert une nouvelle pinte et j'en profite pour y verser le fond de la fiole. Je prends mes 2 Guinness et je rejoins Natsumi qui commence à s'impatienter. « Et là, tu vas me dire que tu ne le draguais pas ?» lance-t-elle, irritée. « Si je prétends le contraire, pensai-je, elle va me demander de quoi on parlait. Je ne pourrai pas le lui dire et... »« Coucher avec Quentin, ça ne te suffit pas ?» poursuit Natsumi. « Il a essayé de me violer, » dis-je de but en blanc. « Quoi ?» Je lui raconte toute l'histoire dans les souterrains. Natsumi m'écoute en silence. « Je t'avais bien dit que ce type était dangereux, » lâche-t-elle quand j'ai terminé. « Tu vas porter plainte ?»« C'est illégal de descendre dans les carrières, » dis-je. « Je n'ai aucune envie d'écoper d'une amende salée. »« Il risque plus que toi. D'ailleurs, le bruit court que vous l'avez fait. » « C'est lui qui raconte ça ?»« Sa sœur. » Je me lève d'un bond et je me précipite vers Agathe, qui est assise à une table du fond, au milieu d'une cour empressée. « Je peux te parler en privé ?» demandai-je. « Mais il n'y a rien à dire. Mon frère a couché avec toi et il t'a jeté. » Les amis d'Agathe me décochent un regard méprisant. « C'est faux, m'indignai-je. Et même, sa virilité en a pris un coup. »« Vraiment ? Il ne t'a pas servi le classique. Tu es la première fille que j'emmène ici. Qui serait assez courageuse pour me suivre ? Blablabla. Bla bla. J'en étais sûre. Il m'a bien eue, pensai-je. J'aurais dû te laisser te débrouiller quand tu t'es fait attaquer par le vampire. Le vampire ? Lâche Agathe. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fumé ? La tablée éclate de rire. Je me concentre sur le miroir derrière Agathe, mais, bien sûr, rien ne se produit. Une demi-heure plus tard, j'entonne « The World I Used to Know » de We Came as Romans. J'ai choisi cette chanson pour les paroles, qui me semblent de circonstance. Moi aussi, j'ai perdu mon innocence, regrettai-je. Pendant des années, j'ai ignoré la vérité. Quentin m'observe depuis que j'ai commencé à jouer. Je suis mal à l'aise, mais je ne détourne pas les yeux quand son regard croise le mien. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je le fixe à mon tour en chantant la dernière phrase. Pourtant, je sais au fond de moi que si j'ai perdu mon innocence, il n'en est qu'en partie responsable. Je lui casserai bien ma guitare sur la tête. L'instrument appartient au pub. On le range dans le placard à balai, et il semble avoir vécu plusieurs guerres. Qu'est-il advenu du monde que j'ai connu ? Regrette le chanteur de We Came as Romans. Ce qu'il est advenu du monde que j'ai connu, je n'en ai pas la moindre idée. En 2 jours, toutes mes certitudes se sont effondrées. Vampires, sorciers et chasseurs ont déboulé de nulle part. Mais existe-t-il ? Et surtout, papa que je croyais mort est vivant, mais il ne se souvient plus de moi. Ce soir, j'ai peur.
Mais pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. J'adore la dernière chanson, me dit Quentin après que j'ai fini de jouer. Tant mieux pour toi, répliquai-je. Si tu veux bien m'excuser... Je le bouscule pour aller débrancher ma guitare. Camille, on peut parler? Demande-t-il en dansant d'un pied sur l'autre. Je suis occupé, dis-je en glissant l'instrument dans sa housse. Ça ne prendra pas longtemps. Va au diable, Quentin. Je te demande pardon. J'ai bien entendu? Je suspends mon geste et je le dévisage. Les yeux baissés, il contemple le bout de ses chaussures. De quoi es-tu désolé? D'avoir essayé de me violer? De m'avoir abandonné seule et sans carte dans les souterrains? D'avoir raconté à tout le monde qu'on s'est envoyé en l'air? Les trois. Pardonne-moi, Camille. Pourquoi? Parce que je viens d'avoir une révélation. Tu es prophète maintenant? Ce n'est pas drôle, Camille. Je crois que je suis amoureux de toi, murmure-t-il. Quoi? Il se fiche de moi. Tu es la première fille à qui je dis ça, me moquai-je en imitant sa voix. Croix de bois, croix de fer, comme je mens, je vais illico me retrouver en enfer. Mais c'est la vérité. Je n'ai jamais éprouvé ça pour une fille. Et si c'était la potion d'habit qui parlait? Offre-moi un Perrier, ordonnai-je. Tout de suite. Médusé, je le regarde se diriger vers le bar et commander ma boisson. Je m'assois à la table de Natsumi, qui, elle non plus, n'en croit pas ses yeux. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais sois prudente, Camille. Je vous laisse, dit-elle en se levant. Non, reste. Je comptais m'en aller de toute façon. On se voit demain après-midi? J'acquiesce alors que Quentin revient avec mon Perrier et un whisky sans glaçons. Je le fais retourner au comptoir une première fois pour demander une rondelle de citron et une seconde pour avoir davantage de glaçons. Donc, tu me disais... Commençai-je. Je t'aime, Camille. Il y a une caméra cachée? Pensais-je en jetant des regards circulaires. Ou bien Agathe filme la scène pour la mettre sur Internet et se moquer de moi. C'est la première fois que ça m'arrive, continue-t-il. Félicitations. Si tu savais comme je suis soulagée... D'habitude, je ne suis attirée que par les hommes. Pardon? Ça m'empêche de vivre. Alors, je bois pour oublier, et je sors avec toutes ces filles pour me prouver que je suis normale. Dan a dit quelque chose de semblable l'autre jour. Tu es normale. Tu es juste gaie, dis-je en levant les yeux au ciel. Mais non, puisque je suis amoureux de toi. Depuis 5 minutes, dis-je. Oui, mais pour toujours. Aïe. Je prends mon téléphone et j'envoie un SMS à Abigail. L'effet de la potion dure longtemps? La réponse ne tarde pas à arriver. 77 ans. Marions-nous, Camille, dit Quentin en posant sa main sur la mienne. Livide, je la retire aussitôt. Mon portable vibre à nouveau. Abby, c'est une plaisanterie. Il ne dure que quelques heures. Je soupire de soulagement. Qui vient de t'écrire? S'écrie Quentin. C'est ce foutu barman? J'ai bien vu comme il te regardait. Voilà qu'il me fait une crise de jalousie maintenant. Mais non, c'est ma mère, dis-je en lui montrant les photos qu'elle m'a envoyées hier. Elle est archéologue. Peut-être, dit-il d'un air suspicieux. Partons d'ici, Camille. J'ai envie qu'on soit seuls tous les deux. Pour que tu essaies encore de me violer? Non, merci. L'autre jour, j'avais bu pour me donner du courage, dit Quentin. Ce que j'ai fait est inexcusable. Voilà enfin une parole sensée, pensai-je. Tu es déjà sorti avec un garçon? Demandai-je. Il secoue la tête. Il y a 2 ans, j'ai avoué à mon meilleur ami que j'étais amoureux de lui. Il m'a humilié devant toute la classe. J'ai dû changer de lycée. Depuis, je ne risque pas de le dire à qui que ce soit. Il rit avec amertume. Je n'ai même plus envie de profiter de la situation. Et avec ton meilleur ami, ça a fini par s'arranger? Si je le croise un jour, je le tue, s'écrie-t-il. Je regarde Dan qui flirte avec Michaela juste sous le nez d'Étienne, qui vaque à ses occupations. Je prends mon Leica et je photographie le couple. Tu penses que mon frère est gay? Demandai-je. Aucune idée. En tout cas,
si tu es tenté par un truc à 3, je suis plus que partant. Il est hot. Je fais une moue de dégoût. Tout à coup, je me souviens que Dan a lui aussi bu de la potion. Quelle horreur! Je dois m'en aller avant que ça dégénère. Rappelle-moi demain si tu as toujours envie de me voir, d'accord? Proposai-je à Quentin qui se lève pour me suivre. Je récupère mon casque derrière le comptoir et je me hâte vers la sortie. Soudain, je percute Dan. « Fais un peu attention !» maugrait-il, condescendant comme à son habitude. Je rentre, fais-je, surprise. Ça ne marche pas sur lui, pensai-je, soulagée. Bonne idée, dit-il en s'éloignant. C'est parce qu'on est frères et sœurs, pensai-je. Je l'ai échappé belle. Dès que je me suis garée devant chez moi, je retire mon casque et j'ébouriffe mes cheveux collés sur mon front moite. En arrivant dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre en grand. La fraîcheur de la nuit me fait du bien. Encore 1 heure avant qu'Étienne soit là. Après une douche rapide, je passe une robe légère. Je déchire l'enveloppe contenant les photos que j'ai fait développer hier et je m'assois sur le rebord de la fenêtre pour profiter de l'air frais. J'examine les premiers clichés que j'ai pris un soir de la semaine dernière dans le Marais. Je cherche Dan parmi les visages des clients attablés au café. En vain. Puis, je ris en regardant la photo du futur marié qui promenait un poulet sur un skate la nuit où le gang a attaqué le pub. Soudain, quelqu'un klaxonne dans la rue, juste au-dessous de la fenêtre. De surprise, je laisse échapper le paquet qui s'éparpille sur le sol. Je me mets à genoux sur le parquet et je commence à rassembler les images. L'une d'elles est tombée sous le bureau. Je la ramasse. Quand je la retourne, je pousse un cri d'horreur. Malgré le coup de flash, je reconnais le visage de l'agresseur d'Agathe. Un visage déformé par un rictus qui laisse apparaître 2 longues canines. Chapitre 5. Dan. Ça va? Me demande Michaela, alors que j'écrase depuis 5 minutes ma cigarette à demi fumée sur le bord du trottoir. Non. Tu as envie qu'on aille chez toi? Non. Tu es sûr? Minote-t-elle en ébouriffant mes cheveux. Non merci. Tu m'en veux pour hier soir? Parce qu'on n'a pas... Non. Tu ne sais dire que non? Au moment de répondre non, je me ravise. Pour une raison inconnue, je me sens encore plus malheureux que d'ordinaire. Est-ce parce que j'ai entendu Camille chanter? En tout cas, Mika n'y est pour rien. Il faut que j'arrête de passer mes nerfs sur elle. Tu peux me raccompagner? Demande-t-elle. En fait, il faut que j'arrête avec Michaela, pensais-je. Je ne réponds pas et j'allume une autre cigarette. Elle soupire et se plante devant moi, main sur les hanches. Vas-y, dis-le, Daniel. Dire quoi? Que c'est fini entre nous. Je prends une grande inspiration. C'est fini entre nous. Tu vois, ce n'était pas si difficile. Mika, il y a quelqu'un d'autre. Je sais. Comment tu le sais? Je le sens. Elle m'embrasse sur la joue et poursuit. Nos chemins se séparent ici. On ne se reverra plus. Tu quittes Paris? Demandai-je avec un pincement au cœur. Elle sourit. Mais non. J'ai trouvé un job de veilleur de nuit à l'aquarium. Je commence dimanche soir. Je t'imagine mal en gardienne. Tu sais, Daniel, les apparences sont souvent trompeuses. Elle fait volte-face et me laisse seule sur le trottoir. Je jette ma cigarette intacte et je l'écrase. Je crois que j'aurais aimé la connaître davantage, regrettai-je en la regardant s'éloigner. Chapitre 6. Antoine. Ce soir, je me couche le ventre vide avec un furieux mal au crâne, souvenir du sédatif qu'on m'a administré de force hier. Une angoisse sourde me tenaille. Mes pires cauchemars vont-ils ressurgir? Ou faudra-t-il encore quelques jours? Ce qui est sûr, c'est que je reprendrai ma dose habituelle de médicaments dès demain. Avec un peu de chance, j'échapperai aux hallucinations. Je tends le bras et j'allume la lampe de chevet. Puis je saisis la photo de Dan posée sur la table de nuit et je la contemple avec fierté. Mon petit garçon est devenu un homme. J'espère qu'il est heureux. Est-ce qu'il pense à moi parfois? Je repose le cliché et j'éteins la lampe, mais je me ravise et j'allume à nouveau. Dans le noir, qui sait quels monstres sont tapis? Chapitre 7. Camille.
Samedi 14 juillet. Perdu dans mes pensées, je suis prostré sur mon lit, les jambes repliées contre moi quand la sonnette de l'entrée retentit. Je sursaute. Qui est-ce? Mais oui, bien sûr. Étienne. Je regarde le réveil sur ma table de nuit. Il indique 1h30 du matin. Je prends à contre-cœur l'effrayante photo posée sur mon bureau et je descends au rez-de-chaussée. Je vérifie par l'œilleton qu'il s'agit bien de celui que j'attends. Une fois rassuré, je lui ouvre. « Qu'est-ce que tu as? Tu trembles, » remarque Étienne. « J'ai un peu froid, c'est tout, » dis-je en frissonnant. « Pourtant, c'est un des étés les plus chauds que nous avons eus depuis longtemps. »« Ne reste pas là, » dis-je. Je lui prends le bras et je l'attire à l'intérieur. Puis, je referme la lourde porte et je l'invite à me suivre dans la cuisine. On y accède en montant un étage. Le salon se trouve aussi au premier, les chambres au second. « Assieds-toi. Tu as soif ?» demandai-je. Il secoue la tête. Je pose la photo retournée sur la table, je fais chauffer la bouilloire et je me prépare un thé. « C'est à propos de ton père ?» dit doucement Étienne qui est resté debout près de moi. « Non, c'est à propos de l'autre soir, au pub », dis-je en buvant une gorgée brûlante. « Celui de l'attaque du gang ?» J'acquiesce en frissonnant. Je pense que c'était des... Attention, tu vas tout renverser. Il me prend la tasse des mains et la pose sur la table. Viens, ajoute-t-il en m'entourant de ses bras. Je ferme les yeux et je m'abandonne à son étreinte. Puis je lève la tête vers Étienne qui me regarde aussi de ses beaux yeux noisettes. À quoi pense-t-il? Je dois te montrer quelque chose, dis-je soudain en le repoussant. Je lui tends le cliché. C'est la photo que tu as prise? Il l'examine sans rien dire. Enfin, il la repose sur la table à côté de la tasse et croise les bras. Il n'a pas l'air surpris. « Tu savais qu'ils existaient ?» demandai-je d'une voix rauque. « Les vampires. Oui. Les vampires, répétai-je, hébété, et aussi les chasseurs de vampires. Je me reprends. C'est ce que tu es? Il hésite un instant. Oui, murmure-t-il. Les vampires existent, pensai-je. Étienne est un chasseur de vampires. Je suis désolé, poursuit-il d'un air misérable. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais... La sonnette retentit. Je me fige. On sonne une deuxième fois, puis une troisième. Ça doit être Dan qui a oublié ses clés, dis-je en me dirigeant vers l'entrée. Il ne doit pas me trouver ici, s'écrie Étienne, paniqué. Attends-moi dans ma chambre, dis-je. Tu n'as pas peur de moi? Je devrais? Non, mais... Une nouvelle salve de sonnerie retentit, encore plus impérieuse que la précédente. J'arrive, Dany! M'indignai-je alors qu'Étienne disparaît au deuxième étage. Lorsque j'ouvre la porte, ce n'est pas Dan, mais Quentin qui se tient sur le seuil. Il se rue à l'intérieur. « Je ne t'ai pas permis d'entrer, » m'écriai-je. « Camille, il fallait que je te voie. Dehors, coupai-je en lui montrant la sortie. Je ne pouvais pas attendre demain. Pourquoi? Je suis fou de toi, Camille, dit-il avant de m'embrasser. Outré, je le repousse aussitôt. Pas moi. Sors d'ici ou tu auras droit à un autre coup de pied où je pense. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu as entendu la demoiselle, dit Étienne en descendant l'escalier. Maintenant, tu dégages. Le visage de Quentin se crispe. J'étais sûre que tu me trompais avec ce type. Il glisse la main dans sa poche et s'approche d'Étienne. Soudain, il se jette sur lui. Je vois luire une lame. Je me mets à hurler. L'ampoule du lustre de l'entrée explose et la nuit nous enveloppe. Impuissante, j'entends des bruits de lutte pendant que je me précipite vers la porte pour l'ouvrir en grand, espérant que la lumière des lampadaires de la rue nous éclairera. Une ombre me frôle et Quentin fait un vol plané sur le trottoir. Il gémit. « Étienne » appelai-je. « Je crois qu'il a eu son compte » répond mon ami, le souffle court, en allumant la lampe de l'escalier. Un couteau à cran d'arrêt maculé de sang gît sur le tapis. « Ferme la porte. Et à clé, s'il te plaît » dit Étienne qui s'assoit sur la dernière marche.
Je m'exécute pendant que Quentin se lève avec difficulté, la lèvre tuméfiée. Puis je me précipite vers Étienne. Sur son t-shirt, déchiré, il y a une inquiétante tache sombre au niveau du ventre. « Tu es blessé » m'écriai-je. « J'en ai vu d'autres » grimace-t-il. « Je t'emmène à l'hôpital. »« Surtout pas. »« Mais pourquoi ?» dis-je. « Tu dois aller aux urgences. » Je n'aime pas cet endroit. Je réfléchis un instant. « Tu te souviens d'Abby, la rouquine ? Elle prétend être une sorcière et elle a des pouvoirs de guérisseuse. Elle m'a déjà soigné une côte cassée et une entorse. Tu veux que je l'appelle ? Pas la peine. Demain, ça sera cicatrisé. Donne-moi juste un pansement. » Il se lève en se tenant à la rampe et me suit dans la salle de bain. Il remplit le verre à dents au robinet et prend une boîte métallique dans sa poche. Il en sort un comprimé qu'il avale pendant que j'imbibe un coton de désinfectant. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Juste du paracétamol, » dit-il en rangeant la boîte. « Menteur, » pensai-je. « Montre-moi ta blessure. » Il hésite puis soulève son t-shirt. La plaie semble profonde, mais ne saigne plus. Je la nettoie et y applique un pansement. « Tu vois dans le noir ?» Il acquiesce. « C'est pour ça que tu as fait exploser l'ampoule ?» « Je n'ai rien fait du tout, » répond-il surpris. « Je n'ai pas ce genre de pouvoir. »« Il faut croire que si, » dis-je. « Tu chasses les vampires depuis longtemps ?» Interloqué, il me dévisage. « Non, je... » « Tu devrais t'allonger, » dis-je en l'entraînant vers ma chambre. « Camille, je dois te dire quelque chose, » dit-il en s'asseyant sur le lit. Je prends place à côté de lui et je souris. J'ai eu droit à 2 révélations aujourd'hui. La première, c'est Pierre qui m'annonçait qu'il allait demander la main de ma mère. La seconde, c'est Quentin qui prétendait être amoureux de moi. Il n'avait pas l'air de simuler, dit Étienne. Crois-moi, je ne l'attire pas du tout. À propos, Natsu te trouve séduisant. J'ai bien compris, mais ce n'est pas possible pour 2 raisons. Il prend ma main dans les siennes. La première ? Demandai-je en retenant mon souffle. Il se penche vers moi et m'embrasse. Ses lèvres sont douces et chaudes. Surprise, je ne bouge pas. La deuxième, commence-t-il, les yeux baissés. Je lui plais, pensai-je, sortant de ma torpeur. Je l'embrasse à mon tour. Il m'attire à lui et me rend mon baiser. Longtemps. Et la deuxième ? Demandai-je enfin, à bout de souffle. Il cherche mon regard et hésite un instant. Rien d'important, dit-il en me serrant fort dans ses bras, comme s'il avait peur que je disparaisse. Je n'en ai pas l'intention. Chapitre 8. Dan. Depuis plusieurs heures, je marche au hasard dans les galeries, à la lueur blafarde de ma lampe torche. Je ne suis pas perdu. Je connais les 300 kilomètres du réseau comme ma poche et je n'en porte plus de carte depuis longtemps. Amer, je ressasse les paroles de Michaela. Il y a quelqu'un d'autre. Est-ce si évident ? Et surtout, pourquoi est-ce que je ne parviens pas à l'oublier ? Je sais bien pourtant que cette relation est impossible. Je chasse ces pensées de mon esprit en arrivant à proximité de la salle Camelot. Il me semble avoir entendu des voix. Logique. On est le week-end, le moment le plus fréquenté. De surcroît, avec Internet, les moldus ont découvert ce formidable lieu que sont les catacombes. D'année en année, j'ai constaté une augmentation inquiétante de la fréquentation. Je dois désormais composer avec de plus en plus de touristes, comme les cataphiles les appellent, et je déteste ça. Les catacombes sont le seul endroit où je me sens bien, en paix avec moi-même. J'y viens bien sûr pour travailler, mais surtout pour me ressourcer. Certains Parisiens ont besoin d'aller à la campagne, moi de descendre dans les entrailles de la ville. Là, le temps s'arrête. Mon téléphone ne capte plus. Personne ne peut me déranger. Sauf ces maudits touristes, rageai-je quand me parviennent des éclats de rire devant moi. Pas cette nuit. Je me camoufle dans une anfractuosité de la roche. Pas de doute, la salle Camelot est éclairée. « Police nationale, vos papiers !» criai-je. Les voix se taisent, les torches s'éteignent. J'entends du remue-ménage et quelques instants plus tard, 3 individus émergent en courant de la pièce, me frôlent et disparaissent dans l'obscurité. Problème réglé, pensai-je, satisfait.
en sortant de ma cachette. J'utilise parfois ce stratagème qui amuse beaucoup Emmanuel, mon coéquipier. Une brigade de police a en effet été créée il y a quelques années pour surveiller les galeries et faire respecter l'ordre, ainsi que pour retrouver les imprudents qui s'y sont perdus. Je ne les croise pas souvent, et mon ouïe fine me permet de m'enfuir avant qu'ils ne me découvrent. J'avance de quelques mètres et je pénètre dans une salle ronde avec, en son centre, un bloc de calcaire dans lequel une épée est plantée. Qui a donné à cette pièce le nom du château de la légende arthurienne? Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être celui qui y a placé l'arme. Je n'ai jamais essayé de retirer l'épée, mais j'y parviendrai sans doute. D'ordinaire, ce n'est pas un peu de ciment qui me résiste. Mais je n'ai aucune envie de dégrader ces lieux que je respecte. Je m'assois sur les bancs de pierre creusés tout autour de la pièce. J'éteins ma torche et je ferme les yeux. Là, dans le silence des catacombes, je me sens enfin apaisé. Chapitre 9. Étienne. Au moment où je quitte l'hôtel particulier, j'ai la désagréable sensation d'être épié. Je chasse cette pensée de mon esprit et je traverse la rue d'un pas léger. J'adresse un signe de la main à Camille, qui est assise sur le rebord de la fenêtre. Elle me salue à son tour et me sourit. Elle est si belle. Elle l'a toujours été, mais en quelques mois, elle s'est transformée en une jeune femme irrésistible. D'ailleurs, je n'ai pas pu résister. Je l'ai embrassée sans réfléchir, sûre qu'elle me rejetterait. Mais elle n'en a rien fait et j'ai été incapable de lui avouer la vérité. Je tourne au coin de la rue. Soudain, je reçois dans l'abdomen un coup de poing si violent que je tombe à la renverse. Qui m'a... Dan? Quentin? Ne bouge pas, ordonne une voix féminine. Un talon aiguille se plante dans mon ventre, rouvrant ma blessure qui se met à saigner de nouveau. Je gémis et je lève la tête. Une jeune femme aux cheveux blonds coupés au carré me fixe de ses yeux bleu pâle. « Je t'ai déjà vu au pub, » bredouillai-je. « Tu es la copine de Dan. »« Qu'est-ce que tu veux à sa sœur ?» demande-t-elle. « Rien. Encore un mensonge et je te vide de ton sang, » dit-elle en sortant de son sac à main une dague en argent dont le pommeau est entouré de bandelettes de cuir. « Une chasseuse ? Il ne manquait plus que ça. »« Alors, j'attends, » s'impatiente-t-elle. « Je ne lui veux aucun mal, je te le jure. » Elle esquisse un sourire tout en jouant avec son arme. « Comme c'est intéressant, un vampire est la sœur d'un chasseur. Tu es amoureux ? » « Je suis fou d'elle, dis-je. »« Je suppose que tu lui as caché ta vraie nature. »« Il y a eu un malentendu. Elle croit que je suis chasseur. » Michaela fronce les sourcils. « Mais je vais tout lui avouer et rompre avec elle, » soupirai-je. « Tu n'en feras rien, » dit-elle en me tendant la main pour m'aider à me relever. « Quoi ?» Je prends sa main avec suspicion, m'attendant à recevoir un autre coup. « Au contraire, » dit Michaela. « Tu vas continuer à la voir. »« Pourquoi ?» demandai-je en pressant mon flanc qui saigne de plus en plus. « Parce que tu vas la protéger. Bien sûr, si tu touches à un seul de ses cheveux, je te tuerai après t'avoir torturé. Et crois-moi, j'en connais un rayon. »« Je ne lui ferai jamais de mal, » dis-je. « Tu vas aussi la surveiller. » « Et puis quoi encore ?» pensai-je. « Ça concerne Dan ? Tu veux le faire chanter ? » Ne pose pas de questions si tu tiens à la vie. Enfin, si on peut dire, sourit-elle en dégageant les cheveux de son cou. Allez, mords-moi. Pardon ? Tu ne me sers à rien si tu es blessé. Dépêche-toi avant que je change d'avis. Je sors mes canines et je m'approche de la peau diaphane de Michaela. Je ne peux pas, dis-je en reculant. C'est contraire à ta religion, se moque-t-elle. Si l'on peut dire, je ne touche pas aux humains. Jamais, s'étonne-t-elle. Je secoue la tête. Ça tombe bien, je ne suis pas humaine, dit-elle en haussant les épaules. Tu en es une, mais améliorée, comme tous les chasseurs de vampires. Michaela se met à rire à nouveau. Tu trouves ça drôle ? demandai-je. Hilarant. En tout cas, tant pis pour toi. Le gamin t'a bien amoché. Tu l'as vu ? Difficile de le manquer. Il pleurnichait devant la porte en se lamentant sur son sort. J'ai eu pitié et je lui ai dit de rentrer chez lui. Je gémis soudain et je porte la main à ma blessure. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste ? Tu poses trop de questions. Contente-toi d'obéir. Tu peux toujours courir, sale chasseuse, pensai-je.
Je reviendrai bientôt, poursuit-elle. Et tu me feras ton rapport détaillé, que tu le veuilles ou non.